Laurence, Marion Maréchal est votre invitée ce matin. Bonjour Marion Maréchal, bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler d'abord de l'affaire Pierre Palmade. L'acteur a échappé temporairement à la prison après l'accident de la route dramatique qu'il a provoqué il y a 10 jours. Une jeune femme est toujours hospitalisée après avoir perdu son bébé, un petit garçon et son père sont en état grave. Est-ce qu'il faut punir plus sévèrement ceux qui consomment des stupéfiants au volant ? Alors, moi, je suis ouverte à toute forme de réflexion, mais je me méfie toujours, si vous voulez, dans ce genre de moment, et je fais référence aux propos de Gérald Darmanin, aux coups de communication qui veut retirer le permis à ceux qui suivent les faits divers, parce que c'est quand même une maladie française que de vouloir en permanence durcir les différentes sanctions et le code pénal, sauf que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la consommation de stupéfiants est déjà punie potentiellement par 1 an de prison et à peu près 4 000 € d'amende. Alors, avant de commencer à durcir les sanctions, faisons en sorte que celles qui existent soient déjà correctement appliquées. Parce que la réalité, c'est que notre appareil judiciaire aujourd'hui est défaillant et laxiste, au point qu'il y a un sentiment d'impunité largement partagé qui se révèle à travers cette affaire. Je vous rappelle quand même que parmi les 2 passagers de Pierre Palmade, il y en a un qui avait été condamné 8 jours avant, justement pour des affaires liées aux stupéfiants, qui n'avait pas le droit de voir Pierre Palmade et qui pourtant 8 jours après, du fait de ce sentiment d'impunité, fait ce qu'on connaît. Et en parallèle de ça, j'ajouterais, parce que ça a été assez peu relevé, que l'autre passager est un clandestin marocain, qui donc s'est enfui et n'a pas assisté les personnes en danger à ce moment-là, qui a été entendu et qui n'a pas été expulsé. Et d'ailleurs, personne ne pose la question de son expulsion. Son statut et le fait qu'il soit clandestin, c'est un fait. Il n'a pas été mis en cause dans cette affaire. Visiblement, ils ont attendu l'arrivée des secours avant de prendre la fuite. Ils sont sous statut de témoins assistés. Ils ne sont pas mis en cause dans l'affaire. Ça va être intéressant de voir en effet la suite. Mais dans tous les cas, s'il est clandestin, il ne devrait être pas sur le territoire. Mais maintenant, on ne se pose même plus la question en France sous cet angle-là. Mais plus largement, au-delà de ce cas particulier... On doit condamner plus sévèrement. Est-ce qu'on doit réprimer plus sévèrement, multiplier les tests antidrogue je trouve que au-delà de la question des sanctions dont je vous parlais à l'instant, qui selon moi ne sont pas suffisamment et correctement appliquées, puisque je me doute que dans notre pays, il y a très peu de personnes qui font concrètement de la prison, et notamment de la prison ferme pour consommation de stupéfiants, d'autant plus qu'en dessous, que vous le savez, de 2 ans de condamnation, en réalité, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de peine de prison parce qu'il y a peine dans les murs. Exactement. Absolument. Mais plus largement, si je devais élargir cette question, je trouve qu'on devrait se poser collectivement la question de la place, de la banalisation, de la consommation de la drogue et du trafic de drogue dans le débat et l'espace public. Quand on a des députés, je pense notamment à ceux venant de la NUPES, qui en permanence expliquent que la consommation de bœufs, notamment de shit, comme on dit vulgairement, relève de la drogue douce, donc finalement n'a pas tant d'importance que ça et devrait même être légalisée. Quand on a un député, je pense notamment à Lou Bayard, qui par le passé a expliqué sur une antenne à forte audience qu'il a trafiqué de la drogue, qu'il a justifié ça du fait que les jeunes avaient des difficultés financières et qui récemment est apparu dans un clip de rap dans lequel le chanteur dit « j'ai dealé de la drogue comme Lou Bayard » et que personne n'y trouve rien à redire, que l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, qui, vous le savez bien, à CNews, va aller chercher des poux à des chaînes privées, mais par ailleurs ne s'attarde pas là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, peut-être pour le coup, d'une sanction plus dure sur la question de l'incitation à la consommation de la drogue et un élargissement de cette qualification? Parce que c'est vrai que je pense que l'arrivée massive de la drogue dans notre société à tous les niveaux a été révélée notamment par cette affaire. Ça ne touche pas que les élites, disons-le. Absolument, ça ne touche pas que les gens célèbres et qui ont de l'argent. La drogue est partout, dans les petites et les moyennes villes. Les policiers sont débordés. Tant il y a d'arrivées de masse de cannabis, de cocaïne et d'héroïne. Là encore, il s'agit de moyens. Il faut donner plus de moyens aux policiers pour aller démanteler les trafics. Il faut donner des moyens aux policiers, mais une fois de plus, regardons la chaîne dans son ensemble. Ça veut dire que vous aurez beau mettre des policiers à tous les coins de rue, si je puis dire, bien équipés avec des moyens, et ça c'est évidemment la base. Si derrière la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur, si le délai de réponse est trop long, si les condamnations évidemment sont minimes, que les sorties de prison sont trop rapides, une fois de plus, vous n'aurez pas véritablement d'impact sur la limitation de la consommation de drogue et du trafic de drogue. C'est évident. Il y a la répression, mais aussi la prévention. On imagine qu'il faut aussi porter l'effort sur l'éducation nationale, prévenir les enfants des dégâts de ce que c'est la drogue. Mais ça commence aussi... Il y a beaucoup de campagnes sur l'alcool au volant, assez peu sur l'impact des drogues au volant. Ça commence aussi par la responsabilité, une fois de plus, du monde politique. J'y reviens. Et en particulier venant de la gauche et de l'extrême gauche, sur le refus de banaliser dans le discours public la consommation de la drogue. Et je parle de toutes les drogues, parce qu'on a tendance à faire une différence entre drogue dure et drogue douce. Je rappelle que la consommation de cannabis au volant est aussi extrêmement dangereuse, extrêmement dangereux pour la santé, extrêmement dangereux pour le développement cérébral des jeunes et des adolescents. Donc voilà, moi je pense que ça doit nous interpeller de ce point de vue-là. Et si je devais voir un durcissement de la sanction, je pense que ça devrait être aussi
du côté de la lutte contre l'incitation à la consommation et au trafic de drogue. Les retraites, le débat en première lecture du texte s'est soldé par un fiasco la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Pas de vote, l'article 7 n'a même pas, qui prévoit le report de 62 à 64 ans, n'a même pas été étudié. Quelle leçon vous en tirez, Marion Maréchal ? Déjà, la leçon que j'en tire, c'est que je suis consternée par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que la NUPES confond le Parlement avec l'amphi de Nanterre et une AG étudiante. Le seul mérite qu'on pourra leur accorder, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que les LR et les LREM et le Rassemblement national et le Rassemblement national chantent ensemble la Marseillaise dans l'hémicycle. Vous auriez fait pareil. Vous auriez première... chanté la Marseillaise si vous étiez dans l'hémicycle. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire dans le contexte. Oui, si, mais pourquoi pas ? Non, mais moi chanter la Marseillaise, je le fais je le fais volontiers. Mais ce qui est consternant, c'est qu'on se retrouve, si vous voulez, à devoir chanter la Marseillaise parce qu'en face, une fois de plus, ils font les zouaves toute la journée. Et ce qui est malheureux, au-delà de la question des retraites, c'est qu'il y a quand même une occasion manquée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une majorité relative, ce qui pouvait laisser espérer que le débat se joue peut-être aujourd'hui davantage à l'Assemblée, que ces débats soient plus riches, plus denses, qu'on ait peut-être justement une recherche de consensus plus large, ce qui n'a pas été le cas dans nos institutions depuis longtemps. Et on voit bien qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'Assemblée est caricaturale. Elle s'est transformée en ZAD, dit Marine Le Pen. De fait, c'était même revendiqué par la NUPES. Donc c'est ce à quoi on assiste. Et c'est malheureux parce que sur la question des retraites, il y avait beaucoup de choses à dire. On attendait beaucoup du débat parlementaire. Et moi, j'aurais aimé qu'on puisse plus largement faire en sorte que ce débat des retraites, cette prolongation de la durée de travail, s'inscrive aussi dans la recherche d'une politique de natalité, d'une politique d'emploi et de réindustrialisation, dans la recherche aussi d'économie sur le coût de l'immigration qui ruine notre État-providence. Et tout ça n'a pas pu être abordé vraiment sérieusement parce que le débat est gâché. Peut-être que les sénateurs s'y pencheront, puisque le texte arrive fin février devant le Sénat. Je l'espère, mais je n'ai pas le sentiment que les LR posent beaucoup de conditions à leur soutien à Emmanuel Macron. Et finalement, je les ai assez peu entendus sur les sujets dont je vous ai parlé là. Et moi, ce qui m'inquiète, sur la politique de natalité, c'est vrai, sur la politique de natalité seulement, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce qui est surprenant, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur la politique de natalité, c'est qu'aujourd'hui, on entend des députés, venant notamment de l'extrême gauche, expliquer que la politique de natalité serait une politique fasciste. Ce qui est quand même, ce qui dit beaucoup, en fait, de l'état d'esprit à un moment donné où on a besoin que la France fasse des enfants. Je rappelle, la politique de natalité, c'est simplement une incitation, une aide, un accompagnement à faire des enfants pour ceux qui le souhaitent. Donc j'espère qu'on arrivera à combattre fermement cette dérive qui fait de la natalité un tabou. Marine Le Pen a déposé une motion de censure qui n'a recueilli que 89 voix. Est-ce que c'était la bonne stratégie à faire pour le Rassemblement national ? Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que le Rassemblement national essaye d'exister dans ce débat. Il a du mal, indéniablement, en dépit de ses députés nombreux, pour une raison qui est liée notamment à l'obstruction parlementaire de la NUPES, et aussi parce que je crois qu'il a du mal à se faire entendre sur ses propositions. Voilà. Et c'est vrai que de ce point de vue-là... Elles sont inaudibles, les propositions ? Elles ne sont pas très claires, en tout cas. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une critique, mais on ne voit pas quelle est véritablement la proposition derrière. Alors, c'est vrai que l'équilibre est difficile. Je vous le dis, nous sommes à Reconquête pour un allongement de la durée de travail. Vous êtes votre projet, c'est celui d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est extraordinaire. Pas tout à fait quand même, parce que comme je vous... 64 ans, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et avec 43 ans d'annuité, on est bien d'accord ? Alors, il y a en effet des propositions qui sont reprises, mais comme je vous le disais, cette réforme ne fonctionnera, ne sera efficace que si elle s'inscrit plus largement dans une politique d'emploi et de natalité. Parce que si on n'augmente pas le nombre de cotisants et si on ne fait pas en sorte que les gens puissent avoir du boulot, il ne faut pas espérer que d'ici quelques années, on échappe de nouveau à un allongement. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Italie, parce qu'il n'y a pas de politique cohérente. Donc dire que c'est exactement la même chose, il y a des mesures, en effet, qui ont été reprises. Éric Zemmour, pendant la campagne 2022, mettre en place un index senior pour encourager les entreprises à embaucher les seniors. Tout à fait. Nous, on part du principe que le régime est en déficit. On ne va pas se battre sur les chiffres, mais en tout cas, déficit dans tous les cas de figure. Donc il faut une réforme pour sauver ce système de répartition, tout simplement, et faire en sorte que les pensions ne baissent pas. Et c'est vrai que nous, on fait un choix, celui de ne pas faire en sorte qu'on fasse peser davantage de cotisations sur les actifs à un moment donné où les travailleurs ont déjà du mal à avoir un pouvoir d'achat respectable et que les charges sur les salaires sont déjà très lourdes. Voilà, c'est un choix de société, mais une fois de plus, ça implique une vision cohérente, et la vision cohérente, je ne la vois pas en ce qui concerne le LREM. Mais fondamentalement, vous l'auriez voté, donc, ce texte, puisqu'il reprend quasiment 3 des 4 points de programme d'Éric Zemmour. Pas dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, puisque je vous le redis une fois de plus, les prérequis pour moi n'y sont pas. Les prérequis n'y sont pas. Parce qu'on a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Oui, à ceci près qu'à côté de ça, nous avons déjà un taux de chômage qui baisse, mais qui induit la création d'emplois qui sont souvent des emplois précaires. Hein. Donc ça, c'est quand même une première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne vois pas... Alors, plus largement, quand
On a aujourd'hui un cadre qui continue de favoriser le dumping social, qui continue de favoriser la concurrence déloyale, qui refuse le patriotisme économique et le fait de favoriser les marchés publics envers les produits fabriqués en France, qu'on a une fiscalité qui est aujourd'hui confiscatoire et donc une compétitivité handicapée. Tant que tous ces sujets n'auront pas été remis sur la table, pardonnez-moi, je trouve que le rendez-vous n'y est pas. Quand on voit qu'aujourd'hui le gouvernement, par exemple, veut lancer des assises des finances publiques, très bien, pour faire des économies dans les ministères là où ça se justifie, on aurait aimé que cette économie générale soit faite avant de demander des efforts aux Français. Et j'y reviens, puisque personne n'en parle, mais je suis convaincue que les Français aussi vivent cette réforme de façon injuste, parce qu'à côté de ça, il y a des dépenses qui, pour beaucoup de Français, sont considérées comme indues. Je pense notamment, une fois de plus, aux dépenses liées à l'immigration. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais quand on voit que rien que l'aide médicale d'État va coûter plus d'1 milliard encore par an, commençons déjà par faire en sorte que notre État-providence ne soit pas ruiné et mis à mal par le coût de l'immigration, et ensuite, éventuellement, on demandera des efforts aux Français. Donc non, je crois que vraiment là-dessus, il y a un contexte qui manque, et le résultat, j'en suis absolument convaincue de cette réforme, c'est qu'on ne verra pas la productivité augmenter, le nombre de travailleurs augmenter, parce que tous ces prérequis ne sont pas là. Emmanuel Macron n'est pas intervenu pendant tout ce débat. Il a laissé sa première ministre en première ligne. Il a dénoncé des ministres inaudibles et des oppositions qui ont perdu la boussole. Vous êtes d'accord avec lui? Les oppositions ont perdu leur boussole? Oui, enfin, à ceci près que parler de boussole en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que s'il y en a bien qui manque de boussole et de vision, c'est Emmanuel Macron, et sur tous les sujets. On parle des retraites, lui-même a changé quand même radicalement d'avis, indéniablement. On pourrait parler de l'énergie. On pourrait parler aujourd'hui d'un président qui a contribué jusque récemment à faire en sorte de saborder notre filière nucléaire. On ne va pas y revenir, tout a déjà été très largement dit. Il l'a relancée récemment, il est en train de la relancer. Oui, et c'est très intéressant, et qui dans le même temps va auprès de l'Union européenne plaider activement pour la fin des véhicules à moteur thermique d'ici 10 ans. Donc moi, on explique aux Français qu'on va les contraindre à acheter des voitures électriques, à abandonner leurs vieux véhicules pour électrifier tout le parc, à un moment donné où aujourd'hui, on n'est absolument pas certain de pouvoir répondre à cette demande électrique. On n'est plus indépendant. Sachez qu'en 2022, c'était pas arrivé depuis 40 ans. La France est importateur net d'électricité. Le patron d'EDF lui-même rappelle et tire la sonnette d'alarme en disant qu'il y a eu tellement de sous-investissements dans la filière qu'il y a aussi un gros trou dans la raquette de la formation. Il faudra 20 ans pour réussir à reformer la main-d'œuvre nécessaire pour faire en sorte qu'on tienne les objectifs qui soient donnés. Donc, moi, voilà, cette cohérence, je ne la vois pas. Et pour rebondir d'ailleurs sur la question de l'énergie, j'aimerais, puisque Emmanuel Macron a des ambitions très lourdes en termes d'électrification du parc automobile, qu'il se pose la question peut-être de renationaliser EDF et de faire en sorte que demain, de nouveau, il y ait un monopole d'État sur l'électricité qui n'est pas un bien consommable comme un autre et qui devrait justifier qu'on l'extrait des règles de concurrence. Ça, ce serait une vraie rupture et qui nous permettrait de renouer avec le fleuron industriel qu'a été EDF et qui nous a permis d'être indépendants et de faire envie à beaucoup de pays pendant des années. Emmanuel Macron se consacre beaucoup aux sujets internationaux, notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Il a affirmé qu'il voulait la défaite de la Russie sans l'écraser. Est-ce que là, vous lui dites qu'il est sur la bonne ligne, et sur la bonne ligne pour arriver un jour peut-être à une solution négociée entre les deux belligérants? Sur le sujet précis, de fait, il a raison, indéniablement, puisque écraser la Russie, ça veut dire, dans son esprit, j'imagine, ne pas risquer de faire tomber Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que si Vladimir Poutine tombe, on n'a absolument aucune garantie derrière qu'émerge, on va dire, un pouvoir pro-européen, pro-occidental, et démocratique. Modéré et démocratique. Donc on ne sait pas ce qui peut émerger du chaos, et ce qui peut en émerger est probablement pire. Le problème, c'est que c'est toujours une question de cohérence. Ça veut dire qu'on a ce discours, mais jusqu'alors, Emmanuel Macron n'avait rien fait, y compris au moment où on pouvait encore sauver la paix, pour faire, par exemple, respecter les accords de Minsk, puisque je rappelle que cette guerre n'a pas commencé il y a un an, elle a commencé en 2014, donc ça fait longtemps que le processus est en cours et s'aggrave. Et en parallèle, je constate que si on tient ce discours d'équilibre, la France, non seulement a livré des armes, on le sait avec le canon César, envisage de livrer aujourd'hui des chars légers, n'exclut pas totalement d'envoyer des avions de combat. Donc j'ai l'impression qu'en parallèle, la France va plutôt contribuer à une escalade par la livraison d'armes que véritablement par une recherche d'équilibre. La France soutient indéfectiblement l'Ukraine.
C'est la Oui, position mais il y a Macron. beaucoup de manières de soutenir l'Ukraine, notamment financièrement, notamment en formant des effectifs, notamment, pourquoi pas, moi je suis pas hostile à cela, à ce qu'il puisse y avoir des troupes à la frontière pour rassurer notamment nos partenaires européens qui pourraient être inquiets, même si moi là-dessus j'y crois assez peu, mais qui pourraient être inquiets de l'extension du conflit au-delà des frontières de l'Ukraine. Pourquoi pas? En revanche, livrer des armes, c'est évidemment un processus extrêmement dangereux, puisque ils ont besoin de ça, les Ukrainiens. Oui, ça commence par des munitions, ça continue avec les Césars, les chars, et puis demain, ce sera quoi? Et à quel moment on s'arrête? À quel moment ça devient illégitime? Parce que finalement, les Ukrainiens, vous venez de le dire à l'instant, ont besoin de tout pour se défendre, et c'est bien légitime. Sinon, ils seront écrasés. Voilà, le problème, c'est qu'on vient d'apprendre, alors reste à savoir si c'est confirmé, mais que peut-être la Chine envisagerait, selon les Américains, d'envoyer des armes. On voit bien que le processus d'escalade est quand même en cours et que le risque est important. Et j'ajouterais sur cette question de la livraison Donc Emmanuel Macron a une position médiane en disant qu'il ne faut pas écraser la Russie. Mais sauf que, oui, dans les mots. Mais concrètement, je ne vois pas cet équilibre-là. Et j'ajouterais, sur la livraison d'armes, parce que ça, c'est un problème intérieur qui est très important. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été rendu il y a quelques jours de cela seulement, qui indique, je reprends les mots, que les stocks français, notamment de munitions, sont en état critique, que nous sommes, et il pointe du doigt cela, dépendants de l'étranger pour un certain nombre de matériel essentiel. Et donc, aujourd'hui, dépecer de fait notre armée et notre matériel à un moment donné où nous savons que nous ne sommes plus en mesure de mener pour défendre la France une guerre de haute intensité, ça me semble extrêmement dangereux. Parce que ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que quand on livre des armes, on doit aussi livrer des pièces de rechange, du carburant, des munitions. Et aujourd'hui, même nos propres armées manquent de tout. Voilà. Donc au-delà des considérations de soutien légitime à l'Ukraine, pensons aussi à la protection et à la défense des Français à un moment donné où le monde devient de plus en plus dangereux. Marion Maréchal était l'invitée de la matinale de CNews. Merci à vous, Romain Desarmes, pour la suite.